Autour de cette dernière table ronde, l'impact de l'intelligence artificielle sur les relations médias et les métiers de la com. Carole Laylier, alors je ne sais pas comment ça se prononce en fait. Poulailler, tu enlèves le pou, ça fait lailler. Laylier, eh ben c'est super. Une intelligence artificielle n'aurait pas fait mieux. Hein. Carole Laylier, donc vous êtes donc docteur en sciences du langage, vous êtes consultante en IA et du coup vous allez essayer de nous amener un peu de cette science, vous allez essayer de nous faire monter sur la montagne, mais pas nous faire tomber dans la stupidité. On va essayer d'aller directement sur le plateau de la consolidation avec vous. Mathieu Krug, vous êtes le DG de Brainsonic et vous avez utilisé récemment, nous le verrons, l'IA de manière un peu critique, originale, parodique dans une campagne. Et vous nous direz justement à la fois comment ces outils peuvent être une menace et un bienfait. Et enfin, Xavier Simon, vous êtes le DG de Cision France et Europe du Sud. Et vous aussi, vous avez une vision très précise sur ces problématiques. Et on l'a un tout petit peu dévoilé tout à l'heure. Pour vous, l'IA n'est pas qu'un problème ou une solution, c'est surtout qui appuie sur le bouton qui compte. Est-ce que, pour commencer, allons tout de suite dans le vif du sujet. IA, danger, bienfait, Carole, peut-être un tout petit peu de vulgarisation sur ces processus avant de rentrer dans les choses concrètes. Avec plaisir, on va donc commencer sur l'IA. Effectivement, j'ai entendu parler d'IA, d'intelligence artificielle, et puis on rajoute G pour générative. Et puis très très vite, on va parler de modèle de langage, de LLM, parce qu'il est large, parce qu'il est gros, parce qu'il y a beaucoup de données et qu'on pourra revenir sur ce qui était dit, sur cette somme de données à apprendre. Alors effectivement, un modèle de langage, qu'il soit large ou tout petit, parce qu'on peut en faire des beaucoup plus petits, a pour but d'infuser des usages langagiers d'un corpus, de plein de data. Alors vraiment, il faut avoir en tête cette idée de l'infusion et du thé, quoi. Vous voyez colorer votre eau, et puis on se retrouve avec les usages langagiers les plus courants. Comment ça fonctionne? Alors algorithmiquement, pour aller très vite, vous connaissez 3 mots, vous déterminez le 4e. Donc ça fonctionne sur historique. Et ça fonctionne sur tellement de corpus qu'on arrive à retrouver les historiques les plus fréquents et donc à déterminer les suites de mots. Ce qui fait que, et Mathieu en parlera tout à l'heure je suppose, que ce contexte va être très très important, notamment en français mais aussi en anglais dans toutes les langues, avec cette particularité du français que nous en plus on est très attachés, et je ne dis pas ça par chauvinisme vraiment, mais on est attaché au contexte. On avait une très jolie caricature tout à l'heure avec des moutons. Vous avez tout de suite vu ces petits moutons qui gambadent. Ça peut être aussi celui qui est dans votre assiette si vous êtes amateur du gigot de mouton. Ça peut être celui que vous avez sous votre armoire si vous ne passez pas l'aspirateur. Ça peut être celui que vous rencontrez en mer si vous avez des problèmes météorologiques et il est plutôt conseillé de rentrer au port à ce moment-là. Ça peut être celui qu'on trouve sur le chanfrein des chevaux, c'est-à-dire sur le nez des chevaux. Pour les rassurer un peu, on leur met une peau de mouton. Alors maintenant, c'est plus du mouton, mais on continue à appeler ça un mouton. Et donc, on ne va connaître la véritable signification du mouton qu'en fonction du contexte. Les Anglais, eux, vont avoir 5 mots, vont avoir un mot, une référence. Donc, il faut aussi avoir en tête que tous ces modèles de langage, cette IA générative qui va faire des phrases, est apprise principalement à travers et pour la langue anglaise. Donc avec effectivement, possiblement, les biais en français. On parlait dans une conférence juste avant, très intéressante, de ce chat GPT qui fait des phrases, puisque c'est ça, génératif, ça vous fait des phrases, le modèle de langage produit des phrases, pour une fois, et ça vous fait des phrases qui sont syntaxiquement correctes, me disait-on. Eh bien, si vous regardez, pas toujours. Et pas toujours, pourquoi ? Parce que c'est justement l'infusion des données dans les corpus. Or, on fait tous des fautes. On essaye de se corriger. On relit, on passe des correcteurs orthographiques, on fait relire à quelqu'un d'autre, certes. Pour autant, il reste des scories, pas juste de l'orthographe, de la syntaxe, de la grammaire, si vous voulez. Et j'en veux pour preuve que ChatGPT va vous dire qu'il faut pallier au manque. Sauf que pallier est un verbe transitif direct. On pallie le manque et pas au manque. Donc voilà, c'est pas toujours syntaxiquement correct parce qu'en fait, c'est alimenté par nos corpus. Un modèle de langage, avant même de générer une phrase qu'il fait, et je pense que ça sera suffisant en termes de définition, c'est qu'il prend une photo de la langue à un instant T pour une population donnée. Ça veut dire que si je mets du langage terminologique comme mon inventeur tout à l'heure, et que je change un petit peu le prisme parce que je suis côté chimie, je suis côté
vraiment vocabulaire de professionnel, eh bien, je vais changer le prisme de mon modèle. Donc, effectivement, un modèle de langage, c'est chouette, ça génère des phrases. Ça ne génère pas toujours des phrases, puisqu'en traduction, un modèle de langage est utilisé non pas pour faire la traduction, mais pour essayer de lisser pour la langue cible ce qu'on va trouver de mieux, pour éviter le mot à mot, le truc un peu moche, mais vraiment pour donner la couleur locale de la langue cible. Justement, effectivement, ces IA, elles ne fonctionnent pas seules. Hein, elles fonctionnent en allant chercher un certain nombre de choses. Justement, Xavier, c'est l'un des domaines dans lesquels Cision est très attentif, la question des droits d'auteur, la question de la propriété de ces données. Comment est-ce que vous voyez, vous, ces problématiques et quel rôle vous imaginez que vous pourriez jouer dans les mois et les années à venir sur ces questions-là? Déjà, l'IA, pour nous, c'est une nouvelle technologie qui avant tout remplace d'anciennes technologies. Donc c'est une évolution technologique et on a toujours été à la recherche de moyens de traiter de plus en plus d'informations, de faciliter les actions des professionnels d'information et des RP face à l'exigence de la rapidité, du temps réel, de la prise de décision sur des cycles courts. Donc on a toujours été en recherche de moyens d'aller plus vite. Et l'IA nous permet finalement de gagner en productivité, et de finalement répondre à cette exigence de rapidité. Mais on en a fait l'expérience depuis très longtemps pour chacune des évolutions technologiques qui sont aussi vieilles que l'informatique. Le désir d'automatisation à l'infini se heurte toujours au fait que pour bien comprendre les besoins des clients, pour créer cette relation de confiance, pour être dans l'aide à la décision la plus impactante, il faut de l'humain. Voilà. Donc on a toujours, c'était exprimé par Jérôme lors de cette vidéo, on a recentré nos développements IA dans un programme plus général. On ne touche pas à n'importe quel type de données, notamment les données personnelles. Donc, vous savez très bien, on a des bases journalistes. Nous, bien entendu, on ne les donne pas à ChatGPT pour qu'il nous dise qui est le journaliste le plus important. Donc ce sont des choses évidemment qu'on s'interdit. La protection des contenus qui sont la propriété intellectuelle des tiers, on fait très attention à tout ça. Et on n'a pas pour prétention d'être les seuls à avoir une vision vertueuse de ce développement, mais en tout cas on a avec nous l'historique. Et moi je trouve que les enjeux qui sont autour de cette IA ne sont pas nouveaux, ce sont ceux qu'on a déjà connus dans les années précédentes. Ce sont les défis des fake news. Voilà. Donc voici un nouvel outil qui va permettre d'en faire encore plus et plus vite. Mais finalement, le défi était déjà posé, même avant. Celui de l'exploitation des données personnelles et des contenus à copyright, là aussi, ça existait avant déjà. Celui de l'uniformisation aussi des messages. Alors ça, c'est aussi vieux que les RP. Si tout le monde utilise les mêmes outils pour faire des contenus, et qu'en plus ces outils apprennent d'eux-mêmes, donc de futurs contenus qu'ils ont eux-mêmes contribué à produire, probablement qu'à la fin, tout ça va se ressembler énormément. Donc on aura juste créé de la lassitude, et donc on aura échoué notre mission de RP. Donc les enjeux sont quand même aussi, je dirais presque aussi vieux que finalement ce désir d'automatisation, et l'IA s'inscrit dedans. Mathieu, comment est-ce que vous voyez cette utilisation? Est-ce que on sait, on va le dévoiler un tout petit peu, on va le montrer aussi, un ou deux exemples de ce que vous avez fait, mais pour vous, c'est pareil, c'est un outil ou c'est quelque chose qui va casser votre créativité, votre capacité à travailler? Comment vous voyez ça? Aujourd'hui, pour nous, c'est un outil. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes nourris sur cette technologie. On a la chance à l'agence Brandthink d'avoir plutôt une appétence technique. Donc, en fait, quand il y a des nouveaux trucs qui sortent, que ce soit l'IA ou autre chose, on y va, on n'intellectualise pas trop, on pratique. Et donc finalement, par la pratique, on se dit, ok, on peut faire ça, puisqu'on peut faire ça, on doit pouvoir imaginer ça, etc. Donc on essaye de ne pas rester dans le fantasme de ce que l'on peut lire ailleurs sans pratiquer par soi-même. Moi, je crois beaucoup que c'est plus facile d'avoir un avis quand on a fait les choses soi-même qu'en reprenant l'avis et de trouver et avoir son avis. C'est une sorte de moyenne de ce que j'ai pu lire ailleurs. Dans le sujet de l'IA, on n'est pas non plus encore dans le scénario Terminator. Enfin, on y sera peut-être un jour, mais en tout cas, on n'y est pas du tout aujourd'hui. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est un outil qui permet à des professionnels d'être d'une certaine manière meilleurs
plus productif. Alors après, la question c'est faut-il être plus productif à l'infini, c'est une autre question, mais ce qu'on observe, c'est que en fait, les gens qui étaient bons avant sont meilleurs avec de l'IA. Ça va pas transformer des gens pas bons en super experts tout de suite. Si vous êtes pas bon sur si vous étiez pas bon en dessin, vous n'étiez pas forcément bon avec Photoshop après. L'outil est juste un intermédiaire qui permet de faire plus de choses, mais ce sont des outils qui accélèrent le processus, qui vous font avoir des résultats plus rapides en langage, en image ou en son. Et en fait, ce qu'on on observe notamment dans la créativité, c'est que en fait, le process de création change. J'ai une idée, je lance ChatGPT, je lance Midjourney, ça me donne un résultat tout de suite. Du coup, je peux réfléchir à mon idée au prisme de ce que ça m'a donné. Et du coup, on est beaucoup sur un cycle finalement itératif qui est beaucoup plus fort. Et là, c'est le fruit du hasard, mais les campagnes de l'agence qui sont dans la rue en ce moment, c'est que des campagnes qui sont faites avec de l'IA. Ce sont les mêmes créatifs qu'avant. C'est juste que maintenant, ils utilisent de l'IA. Et du coup, ils sont contents parce qu'ils ont plus d'idées, ils peuvent lancer des trucs, ils peuvent se rendre compte des choses beaucoup plus vite. Et ce qui va faire finalement un bon contenu IA ou un mauvais contenu IA, sans faire la blague du chasseur, c'est finalement la capacité à choisir. En fait, si on me propose 10 trucs pourris, que ce soit fait par de l'IA ou pas de l'IA, c'est la capacité de dire ok, c'est un truc pourri, je vais faire retravailler jusqu'à obtenir un truc qui soit satisfaisant par rapport à la problématique de la marque, par rapport à plein de choses. Donc finalement, ce choix-là n'est pas délégué à la machine, il est délégué à un humain. Mais finalement, comme un rôle de senior dans une boîte, on va dire ce que les gens plus juniors ont fait n'est pas forcément bien, du coup on va faire retravailler, ou je vais faire retravailler cette piste-là. Donc ça permet d'accélérer fortement les choses. Mais le fait d'avoir des contenus qui soient lissés ou moyens, c'est l'acceptation de sortir des choses qui peuvent être médiocres. Et ça, c'est pas lié forcément que à l'IA. D'accord. Alors Xavier, effectivement, quand on préparait cette table ronde, ce que vous nous avez expliqué, c'est un peu ce que vient de nous dire Mathieu, c'est que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise IA, il y a des bons ou de mauvais professionnels, et c'est ça qui va faire une utilisation vertueuse ou vicieuse de cet outil. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée Écoutez, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, il y a un article dans les Échos qui fait référence au premier rapport du BCG, Boston Consulting Group, sur leur utilisation de l'IA. Alors le BCG, en général, ce qui sort comme rapport, c'est dans 3 à 6 mois, c'est les bonnes idées des patrons dans n'importe quelle organisation en France, donc c'est déjà intéressant de regarder. Et alors leur constat, ils utilisent l'IA depuis plusieurs mois, et, ils ont fait une enquête sur 750 consultants chez eux. Ce qu'ils ont constaté, c'est que très grande majorité, grâce à l'IA, sont plus rapides dans le travail, mais pour les missions qui qualifieraient de simples. Dès lors que la complexité de la mission grandit, le gain de performance tombe, au point que même certains travaux étaient jugés moins bons, car l'IA a le défaut de toujours répondre, quoi qu'il arrive, même quand elle ne sait pas bien. Ce qui pose un problème, évidemment. Et ce qu'ils ont noté ici, qui revient sur l'idée de l'uniformisation, et qui sera un gros problème, c'est qu'ils ont noté le manque de diversité dans les réponses. Ce qui semble être quand même éloigné des préoccupations du moment. Donc voilà, donc je pense que la question de l'usage de cet outil, évidemment, c'est le critère important qui sera derrière l'outil. Nous sommes des professionnels du B2B, c'est extrêmement concurrentiel. Évidemment que les premiers qui adopteront ces outils vont avoir une prime entre guillemets sur le marché, seront les premiers à aller peut-être un peu plus vite, à proposer des choses en itération beaucoup plus rapide. Voilà, maintenant, je pense que tous les professionnels vont devoir adopter ces outils, ne serait-ce que pour comprendre où se situe le nouveau niveau d'attente. Les attentes des clients en général sont forgées par ce que font les premiers et les meilleurs. Donc ça sera important que tout le monde puisse se doter de ces outils. Ce risque d'uniformité des contenus que vous avez tous les deux mis un petit peu en avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement pourquoi? Est-ce que si ces intelligences artificielles sont ce qu'on nous dit, pourquoi elles sont si banales dans leur production finalement? Pourquoi elles ne sont pas aussi intelligentes qu'on nous le dit? Est-ce que je suis méchante? Est-ce que je réponds parce qu'on est franchement avec une tendance à être banale aussi, nous, parfois, et que, voilà, les corpus étant faits... Je vous trouve plus honnête que méchante, mais ça, c'est un autre type de problème. Soit. Voilà, c'est vraiment cette idée du corpus où les choses les plus récurrentes vont
vont venir et les expressions phares du moment en langage vont ressortir toutes seules. Et on va les voir arriver. Et effectivement, une IA appliquée au langage, parce qu'il y a plein d'autres IA, mais une IA appliquée au langage, pour le coup, va vous donner ce que votre communauté que vous avez mis dans le corpus, d'une certaine façon, utilise le plus souvent. C'est comme ça que si vous faites des petits modèles sur un journaliste, je vais vous retrouver toutes les expressions que vous utilisez le plus souvent. Un peu comme ce que font les enfants quand ils disent ma prof de français, elle dit tout le temps cet adverbe-là, et un modèle de langage, il le fait puissance 10 000 avec tout le monde. Je dis qu'est-ce fake qu'on news. dit Voilà. Et dans quel contexte et c'est ça, c'est l'ennui, parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent qui émerge, qui arrive au-dessus de l'infusion et qu'on fait ressortir dans le modèle. Mais est-ce que en donnant finalement d'autres corpus plus importants, peut-être plus variés, en ayant accès, si je comprends bien ce qui se passe en ce moment, c'est qu'elles n'ont pas, en l'occurrence, accès à Internet au sens de ce qu'on imagine d'Internet. Ça commence un petit peu, mais c'est pas encore la totalité. Est-ce que plus ces IA vont avoir accès à des bases de données riches et nourries, finalement, moins ce que nous dit Xavier sera vrai? Alors, se pose la question de quelle est la base de données. C'est à la fois, si on nourrit avec à peu près tout le temps les mêmes choses, on va finir par effectivement retomber aussi sur les mêmes éléments qui infusent. Il y a la question de la péremption des corpus. C'est comme le yaourt, les données ont une date de péremption. Si vous utilisez dans un modèle des données un peu anciennes, de presse écrite, mais il y a déjà 15 ans, votre modèle de langage ne correspond pas à ce que vous utilisez réellement aujourd'hui. Il y a une vraie date de péremption du corpus et de la donnée, donc vous allez voir se périmer certains énoncés de ChatGPT qui va oublier, et puis d'autres vont prendre le relais. Et pour revenir à la question des données, oui, effectivement, Luc Julia ce matin disait fort bien, et je le dis souvent, que les très très gros modèles de langage, pour les rendre vraiment performants, il faut leur ajouter un tout petit modèle de langage avec cœur de cible. C'est-à-dire que tout à coup, on va lui dire l'univers c'est bien, mais toi ton boulot c'est ce domaine-là. Et typiquement, si demain, je fais un système de reconnaissance de la parole pour des dentistes, vous vous imaginez bien que je vais mettre une rage de dents dans mon corpus en 3 mots, parce que, un exemple tout bête, sinon, le système va me sortir rage de dents en 2 mots. Parce que c'est possible en français. Rage de dents à l'intérieur, D-E, D-A-N-S. Et si je veux le spécifier pour des dentistes, il va falloir que je lui apprenne que le trigramme, la sortie de 3 mots, elle est plus courante. Alors, sans révéler la campagne dont on va parler, mais je sens que ça vous titille, Mathieu. Non, en fait, c'est plus une question d'attente, finalement. En fait, pour moi, le problème de l'IA et de tout le débat sur le sujet, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, pendant des années, nourrit avec des romans, nourrit avec des films, a nourri un imaginaire qui est d'ailleurs beaucoup plus loin que ce que l'on a aujourd'hui. Donc je parlais de Terminator parce que moi dans 100% des cas on parle de Terminator. Donc, moi j'attends à voir débarquer Schwarzenegger d'un moment à un autre. Je vous le dis. Après souvent on me parle de Her, le film. Ouais. Donc en fait tout le monde a un avis sur la question basé sur une époque où finalement il n'y en avait pas. Donc en fait tout le monde a le sentiment d'avoir déjà un avis. Et aujourd'hui il y a le mot aussi intelligence qui rentre dans qui est dans la sémantique. Donc on va finalement faire porter à cette technologie beaucoup plus que ce qu'elle n'est capable de faire aujourd'hui, parce qu'en fait elle ne réfléchit pas. Donc on se dit on peut être déçu, et en plus on va déporter des usages que l'on a par exemple sur du Google, on va le mettre dans le ChatGPT, et ce qui peut permettre, ce qui va donner aussi beaucoup de déconvenus. C'est-à-dire que si on utilise ChatGPT comme on utilise Google, on va être déçu. C'est pour ça que nous on passe beaucoup de temps à faire de la formation théorique et pratique pour dire en fait vous ne pouvez pas utiliser en tapant juste une requête. Et les gens disent ouais j'ai tapé ça mais ça fait pas du tout ce que je veux. Mais je dis mais en fait on est d'accord que quand tu expliques ta question on comprend pas du tout ce que tu veux non plus. Donc il n'est pas plus intelligent que toi le truc. Donc en fait il y a un sujet d'utiliser l'outil pour ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que ma femme au début, du coup je lui ai appris à utiliser ChatGPT, elle est juriste. Au début elle posait des questions mais c'était pas clair. Elle dit mais du coup ça fait pas ce que je veux. Du coup elle se dit bah c'est nul. Je dis non c'est pas nul, on va reformuler. En fait c'est du conversationnel, il faut essayer d'entraîner la machine. Donc en fait c'est ce sujet-là finalement de l'entraînement, de ne pas avoir tout très vite tout de suite. C'est valable pour l'image, c'est valable pour pas mal de choses. Donc en fait l'outil peut pas être plus performant que notre capacité non plus à décrire ce que l'on veut. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça demande un peu, ça reste un outil, ça demande un outil sur lequel il faut être praticien, plutôt véloce pour comprendre ce que l'on peut faire, ce que l'on peut attendre, ce que l'on ne peut pas faire,
Et c'est vraiment une analogie avec Excel. Excel, je crois que c'est 5% de la population qui utilise Excel et capable d'utiliser 2% des fonctionnalités de l'outil. Donc il y a des gens, ils disent ça marche pas, j'ai fait mon opération, mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas été formés. Photoshop, on fait des affiches de films et de l'animation. Si je vous mets sous l'outil que vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez faire un triangle et un carré. Pour autant, l'outil n'est pas mauvais en soi. Donc c'est une question de formation, de bien juger ce que l'on peut faire avec l'outil, de ne pas mettre tous ces fantasmes positifs ou négatifs dedans. Ça va ni sauver l'humanité ni la détruire a priori tout de suite. Et voilà, donc c'est pour nous sous ce prisme-là, ça reste un outil. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, on est tous en effet Dunning-Kruger sur l'intelligence artificielle, quoi. Oui, je pense. On est tous tout en haut de la montagne de la stupidité. Mais exactement. Et ce matin, il y avait effectivement le rapport du BCG, mais ce matin, il y avait une tribune dans l'IB sur le collectif effectivement des traders qui dit que le gouvernement doit interdire purement et simplement l'IA. Mais c'est une tribune anachronique en disant que c'est un métier profondément oui, ça existe humain. Depuis des années. De l'IA, il y en a dans tous nos, tous nos services numériques. La traduction, ça existe depuis des années. Le GPS, c'est de l'IA, il y en a partout. Et puis ces métiers qui revendiquent de vouloir exister n'existaient pas d'ailleurs il y a 100 ans non plus. Donc il y a une notion de boucle globale. Il y a beaucoup d'anxiété. Alors on a vu des entreprises qui ont licencié là, machin truc. Donc en fait tout ça crée une sorte d'effet Dunning-Kruger hyper anxiogène. Alors que, et ça moi je le vois en formation, c'est quand les gens ils se mettent devant et qu'on les force à utiliser. En fait, tout de suite, donc on peut faire ça, ok, j'ai compris, on peut pas faire ça. Donc tout de suite, il y a un côté de réassurance quand on a l'outil face à soi, pardon. Voilà. Donc pour moi, faut pratiquer pour pas rester dans le fantasme, en fait. Alors, Xavier et Carole, je crois que vous vouliez réagir. Oui, j'étais fâchée avec le conversationnel de Mathieu. ChatGPT n'est pas conversationnel, il n'est pas interactif, il ne vous parle pas. Enfin, si tous vos amis vous parlent comme ils vous parlent, honnêtement, changez de copain, quoi. Parce qu'il y a un souci, il n'est pas interactif. Une interaction, un dialogue, c'est un jeu qui parle à un tu, avec deux entités, deux phases, des domaines, des interactions. Là, ChatGPT répond à vos consignes. Donc très très bien, effectivement, il faut itérer pour avoir la consigne. Mais c'est vraiment pas cet effet de dialogue, de conversation. Effectivement, c'est un système. Effectivement, il va vous donner une réponse. Quoi qu'il arrive, il répond toujours. J'allais dire quoi qu'il en coûte aussi, parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas vue, c'est toute la dimension green, parce qu'il mine de rien, on a l'impression qu'un abonnement, c'est pas si cher que ça. Mais derrière, les temps d'apprentissage des modèles grillent énormément d'énergie. À chaque fois, en plus, avec ChatGPT, il y a une heuristique à du réapprentissage qui demande aussi un petit recuisson, si j'ose dire, et cette recuisson du gâteau, elle a un coût. Donc on est quand même sur une hygiène. On nous parlait avant ChatGPT de l'IA frugale, comment faire du NLP en faisant moins pédaler de marmotte pour que j'habite en montagne. C'est pour ça que l'effet m'a aussi beaucoup amusé, parce que j'aime bien les côtes, j'aime moins les descentes. Pour le coup, effectivement, il y a cet effet du coût d'apprentissage des données. Un système de trad, même hors LMM, c'est des semaines de calcul, jour et nuit. Ça peut vous chauffer une maison sans problème. Donc effectivement, quand on passe un prompt, est-ce que ce qu'on en attend en sortie vaut le coup de la dépense? Est-ce qu'on est vraiment dans une interaction, ou est-ce qu'on est juste dans des matrioshkas de consignes, des jolies petites poupées russes de consignes qui nous poussent, nous, à donner des ordres de plus en plus pertinents, à circonscrire le contexte et le domaine pour avoir la vraie réponse à laquelle on aimerait prétendre. Xavier ? Non, je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement, ça reste un outil de productivité. Donc tout le temps gagné, il faut le passer sur là où il a de la valeur. Dans nos métiers, la valeur est souvent dans l'échange avec le client, la compréhension du besoin, créer cette confiance dont on parle tous entre les parties prenantes, donc les journalistes, les RP, voire d'autres parties prenantes. Donc est-ce qu'il y a une transformation des métiers? Oui, mais j'ai envie de dire, c'est le propre de chaque métier de se réinventer. On ne peut pas faire le même métier pendant 150 ans. Son rôle, dans l'absolu... À part quand on est CISO. Mais notre rôle a peut-être pas varié, mais la manière dont on l'a fait a changé. Et donner un exemple, donc moi je suis arrivé chez Cision en 2017, à l'époque où il y a encore beaucoup d'opérations manuelles et physiques sur le traitement de la presse. On avait à peu près, je donnais des moyennes, mais on avait à peu près 2/3 finalement de nos efforts faits pour fabriquer et 1/3 pour parler avec nos clients. Et je pense qu'aujourd'hui, la proportion s'inverse. Et ça va dans le bon sens, je pense, dans l'absolu, pour atteindre collectivement ce dont on a parlé, pour lutter efficacement contre les fake news, contre la désinformation. Il faut qu'il y ait plus d'échanges de toute façon. Et juste pour donner un autre exemple aussi que j'ai en tête,
je fais le parallèle finalement avec l'arrivée du trading automatique dans les marchés financiers, qui est arrivé dans les milieu des années 80, pardon. Très rapidement, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais donc le crack de 87 Wall Street, créé par l'emballement du trading automatique. Tout simplement pourquoi ? Parce que les modèles, aussi intelligents soient-ils, qui répliquent encore et encore les mêmes choses, même s'ils réapprennent derrière, ils sont incapables de gérer l'imprévu. Et or, dans nos métiers, la valeur qu'on apporte, elle est plus on est confronté à de l'imprévu, plus la valeur est décuplée dans ce que l'on fait en tant que professionnel. Donc, outil formidable de productivité, sans doute, pour faciliter l'itération, l'imagination, la création, sans doute. Maintenant, ça ne remplacera pas les professionnels que nous sommes. Mais alors justement, on a un exemple que moi j'ai trouvé vraiment super, que j'ai découvert dans la préparation de cette table ronde. Vous allez en voir quelques extraits. Peut-être Mathieu, vous pouvez nous expliquer cette campagne que vous avez menée pour votre client, qui est donc Becherel, et donc dans lesquelles vous avez cherché à mettre en scène ces intelligences artificielles et à montrer à la fois leur qualité et leurs limites. Oui, en fait, nous, on utilise de l'IA partout à l'agence, mais comme on essaie de se former intelligemment dessus, on essaie de prendre du recul aussi sur ça. Donc en fait, l'année dernière, parce que en fait, cette campagne, elle a quasiment 1 an maintenant, mais on en parle toujours, elle était dans le Figaro l'autre jour. En fait, c'est une campagne qui a été sortie fin 2022, qui jouait justement sur l'intelligence artificielle, et c'était vraiment au début du gros buzz lié à ChatGPT Midjourney. Donc effectivement, c'est donc des prompts, ce qu'on va taper dans les machines, dans l'IA, et puis on met des erreurs, et puis on arrive sur cette chute sur l'IA, l'intelligence artificielle peut créer des images à partir de mots, encore faut-il avoir les bons. C'est un peu vrai. C'est d'autant plus rigolo quand c'est Becherel, qui est une marque qui a 150 ans, qui porte une campagne avec de l'intelligence artificielle, et que c'est quasiment la première campagne à le faire dans le bon timing. Donc cette campagne, elle a fait un carton. En France et à l'international, puisqu'en fait c'est une campagne qui a coûté 0 en médias, puisqu'ils ils n'ont pas investi. En fait, donc pour reboucler sur l'ERP, en fait, la seule action qu'on a fait, c'est d'envoyer la campagne à quelques organes de presse qui du coup ont fait des articles parce qu'ils ont trouvé ça cool. Et en fait, les gens se les sont appropriés naturellement. Et en fait, en 24 heures, la campagne est passée à la télé, les enseignants se l'étaient appropriés, c'est génial, etc. Donc après, les gens venaient nous voir, refaites-nous Becherel. Non, ça marche pas toujours de faire une campagne. Voilà. Là, c'était ou alors c'est très très cher, quoi. C'est ça qu'il faut. Ou alors c'est très très cher. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu 0 média investi, donc s'il n'arrive quasiment jamais de faire ça. Mais c'était le bon annonceur, parce qu'en fait, finalement, Becherel, on dit Becherel. En fait, Becherel, c'est un peu une marque Kinder. En fait, finalement, personne n'aime le Becherel, mais en fait, tout le monde aime le Becherel. Et donc, ça rappelle un peu les souvenirs Playmobil Lego. Donc, c'était marrant. C'était rigolo. Et du coup, on l'a fait aussi à l'international. On a une très belle solmenière qui chante du soul en anglais, ce genre de truc. Voilà. On a vu le Bunch of Flowers aussi, avec plein de farine dans la mariée. Celui-là, la cliente n'était pas trop chaud parce qu'elle pensait que c'était de la cocaïne. Donc, on a eu un peu de mal à la placer, mais... voilà. Il y a eu quelques autres qui ont été amoindris parce que c'était un peu hardcore, mais parce que en fait on voit pas trop, mais les filles à l'arrière on a l'impression qu'elles sont sous meth complet, donc ça elle dit ouais, ce serait bien que les gens soient. Je dis mais en même temps, en fait ce qui est drôle avec la campagne, c'est que en fait on avait des visuels qui étaient hyper photoréalistes, mais comme les gens n'étaient pas encore exposés à tous les sujets d'IA de campagne, en fait on a fait exprès de choisir des visuels qui étaient vraiment ratés, quoi. Donc on a choisi vraiment les visuels moches, quoi. Et parfois on les a amochis pour que les gens se disent bien, c'est bien une machine qui fait ça. Parce qu'en fait, fin 2022, les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire des choses photoréalistes. Et l'anecdote veut que même la cliente, elle ne croyait pas qu'on l'avait fait avec de l'IA, elle pensait qu'on l'avait photoshopé. Elle me dit, mais non, c'est vraiment fait avec de l'IA. Donc voilà, c'est la première fois où on a fait exprès de choisir les visuels plus moches que ce qu'on pouvait avoir pour une campagne. Mais voilà, il y a un côté gentiment cringe sur ça. Donc non, la campagne a bien marché. C'est vrai que depuis, par contre, on en fait beaucoup. Par exemple, en ce moment, dans la rue, il y a la campagne pour la banane française. Manger des bananes françaises. Et ben, la campagne pour la banane française, c'est de l'IA, en fait. Ça se voit pas, mais alors c'est pas de l'IA dans son concept, parce que l'accroche, le visuel, mais l'élément principal dessus, c'est de l'IA. Et donc, en fait, on maîtrise plutôt pas mal maintenant la technologie sur le langage. N'allons pas plus loin que ce que ça peut faire, mais on l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup pour faire de la déclinaison de script, et pas non plus pour faire des discours qui sont aboutis. Encore une fois,
parce que les modèles, effectivement, ne vont pas faire de la création, mais de la recombinaison de matières existantes, et que ça, il faut en sauter moins, on l'utilise, nous, pour des logiques plutôt d'accélération, pour trouver des idées plus vite. Quand on fait des scripts, on dit, bon, parce que, entre guillemets, je suis payé pour trouver des idées. Et puis souvent, je mets le temps, donc on n'a pas toujours des idées sur tout. Et donc en fait, on va utiliser aussi l'IA pour, on va taper des trucs et ça va venir nous popper des idées. Et après, on fait, ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et ça nous permet d'accélérer finalement la création d'idées. Donc en ça, c'est plutôt bien. Après, on peut, voilà, on utilise ça pour de la vidéo, du son. Mais voilà, c'est vraiment des outils d'accélération pour nous de la créativité, d'accélération pour des idées, pour automatiser des tâches qui sont parfois pénibles. Quand on doit faire des scripts TikTok pour un acteur bancaire et qu'en fait c'est toujours le même pattern, donc c'est toujours un peu les mêmes mécaniques qu'on doit utiliser. La valeur ajoutée de notre travail, il est sur les 10 premiers scripts pour dire ok, c'est ça la durée, c'est la tonalité, c'est ça la langue, c'est ça la blague. Mais une fois qu'on peut entraîner la machine à dire ok, c'est ça ton modèle de référence, bah, peux-tu nous faire des déclinaisons basées sur ça en injectant effectivement de la variance sur d'autres thématiques. Et ça, l'IA sait pour le coup très bien le faire. Et les 70 autres scripts qu'il aurait fallu mettre 20 jours à faire, et ce qui est parfaitement pénible à faire, bah en fait l'IA peut le faire en une demi-journée. Donc encore une fois, on n'est pas en train de surfantasmer sur ce que ça peut faire, mais par contre, ça permet des vrais axes d'amélioration et de productivité sur des actions qui peuvent être pénibles, sur du tri de données, sur plein de choses. Voilà. Alors pendant que vous discutiez, j'ai posé la question à ChatGPT. L'IA est-elle un danger ? Et donc sa réponse, c'est que ça peut présenter des dangers potentiels, mais cela dépend de la manière dont elle est utilisée. Finalement. Et ChatGPT est quelqu'un de très consensuel. Oui, j'ai l'impression. Même si on l'insulte copieusement. Ah bon ? Oui. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit que OpenAI, qui donc édite ChatGPT, c'est une société woke. Parce que du coup, il était toujours très consensuel sur des sujets et que lui, il allait financer une IA républicaine. Voilà. Donc on en revient sur le sujet du corpus, c'est-à-dire qu'en fait, là on parle de ChatGPT, c'est super, là il y a Mistral en France qui va se lancer avec aussi de l'entraînement, parce que derrière ça il y a un sujet de souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration française, personne n'était très à l'aise quand on s'est dit qu'il n'y avait pas trop de modèles performants en Europe et qu'il fallait mettre des modèles américains. Ça pose des problèmes de souveraineté, donc c'est aussi pour ça qu'il y a du financement là-dessus. Mais on ne parle pas du fait qu'en Chine, il y a beaucoup de brevets aussi sur l'IA, ils développent leurs modèles, ils ne disent pas grand-chose, et que voilà, chacun entraîne sur son corpus, et que forcément le corpus, comme un enfant qu'on éduque avec une éducation, il a la teinte du corpus d'éducation, et que forcément ça rejaillit. Et si on n'est pas conscience de ça, donc si on n'est pas capable de prendre du recul sur ce qu'une IA est capable de proposer, ça peut poser des problèmes. Est-ce que vous voulez réagir à ce que nous a dit Mathieu ? Non, c'est vous ? Alors, je vais vous proposer désormais de pouvoir poser vos questions. J'imagine qu'elles sont nombreuses. Je vais me transformer en passeur de micro dans la salle. Mais du coup, effectivement, ils sont à votre disposition. Vous pouvez poser toutes les questions que vous n'oserez pas poser à ChatGPT. J'arrive avec le micro. Que ChatGPT peut répondre maintenant. Merci, bonjour à tous. Myriam Cherlier, responsable communication à Nausicaa, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer. Alors je pense que ma question relève plutôt du fantasme du haut de ma montagne de stupidité, mais est-ce que dans le modèle économique, notamment de ChatGPT, on peut pressentir une opportunité ou un risque de placement de produits ? Je m'explique. Grâce à ChatGPT, je peux programmer un circuit de visite au Mexique, je peux demander quel est le meilleur restaurant pour une sortie en famille à Londres. Est-ce qu'on peut se dire qu'en tant que marque, en tant qu'annonceur, dans les mois ou années à venir, on pourra justement avoir un impact sur la réponse de ChatGPT ? Moi, je pense que c'est probable. Oui. Je pense que ça sera le modèle. Si on se souvient de l'origine, à la base, quand les premiers moteurs de recherche Internet sont sortis, l'idée c'était quand Google, Inktomi et les autres, c'était permettre l'indexation du web pour faciliter l'accès. Et puis assez rapidement, ils ont vu l'opportunité de valoriser le fait de faire monter des résultats et de commencer à placer. Donc je pense que l'idée doit trotter dans la tête des éditeurs qui sont derrière, qui sont les mêmes. Ce sont les mêmes cerveaux qui ont pensé les modèles que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça serait étonnant qu'ils n'y pensent pas. En fait, je pense que oui. Je pense que c'est pas ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est le bout du missile, c'est l'outil. En fait, ce qui va se passer, c'est que derrière ChatGPT, vous avez vraiment le modèle, en
l'occurrence qui est GPT-4. Et en fait, ce modèle-là peut être utilisé par des services tiers. Alors, moi, je peux créer un applicatif qui utilise le modèle de GPT-4 pour rajouter, entre guillemets, ma couche métier. Ce qui est le cas, par exemple, du bot Opla de Carrefour, qui, du coup, ils ont intégré le modèle GPT-4 dans le bot de Carrefour pour faire, par exemple, de vous arriver en disant je suis une famille de 4 enfants, je voudrais manger équilibré pendant 5 jours, est-ce que tu peux me proposer des produits? Donc là, le modèle d'intelligence artificielle, il est hybridé en fait dans le système e-commerce pour vous suggérer directement un panier automatiquement. Donc en fait, le modèle en lui-même ne va pas forcément vous pousser de la pub, mais par contre, l'utilisation d'acteurs tiers qui utilisera ce modèle l'utiliseront aussi pour promouvoir leur service. Pour faire une analogie, je pense que celles et ceux qui ont 2-3 connaissances techniques, pour moi, ce sont vraiment des moteurs. C'est-à-dire que c'est un moteur d'intelligence artificielle que les gens vont pouvoir acheter, consommer, comme vous avez le moteur WordPress, par exemple, pour faire des sites, et chacun peut faire son site. À terme, on aura ce genre de choses, et ces moteurs sont en plus utilisés, par exemple, dans Windows 11, ceux qui ont un PC, si vous avez fait la mise à jour, c'est en déploiement progressif, vous avez du OpenAI partout, mais dans la suite Office, dans Windows. Vous avez notamment les technos d'OpenAI dans toute la solution, et vous ne savez même plus forcément que c'est OpenAI, sauf qu'après, vous avez juste un résultat que vous allez prendre, et vous n'avez pas forcément le challenger. La question, par contre, du modèle, effectivement, sur Google, c'est pour ça que Google, je pense aussi, a tardé d'une certaine manière quand ils ont annoncé leur modèle, et c'était plutôt en réactif par rapport à ChatGPT, c'est qu'il y a une vraie question qui se pose sur est-ce que demain, on consommera l'information d'Internet par des moteurs de recherche? C'est une vraie question. Si, en fait, on se rend compte que les gens, ils tapent dans Windows des trucs et qu'en fait, ils ont des résultats qui leur semblent satisfaisants, potentiellement, il y aura peut-être moins de gens qui passeront par Google. Et du coup, vous avez un problème de modèle économique sur l'AdWords, etc. Donc, il faudra trouver d'autres manières de monétiser les choses. Donc, c'est plein de réponses, c'est plein de questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse. Il faudra voir comment c'est utilisé, etc. Mais oui, de toute façon, Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI. C'est des enjeux de souveraineté qui sera un peu la porte d'entrée du web pour continuer à financer ce genre de choses. Et en fait, technologiquement, c'est assez trivial. À faire, c'est assez... Bon, ça doit peut-être passer, non? Non. Vu la mine déconfite de dernier rang. Entendu, alors vous allez entendre ma voix avec un écho, et qui prend de la gravité, c'est infiniment plus agréable pour moi. Bref, toujours est-il que c'est trivial, technologiquement et techniquement. Après, tout comme pour ChatGPT, on peut en amont annoter les données. C'est un problème qu'on n'a pas tellement évoqué, mais qu'on peut évoquer très très rapidement. Un modèle de langage, vous pouvez le construire avec des données brutes, mais vous pouvez aussi construire avec des données annotées, amendées par des êtres humains, sur lesquels vous enlevez certains thèmes. Alors après se pose la question des conditions d'annotation pour les êtres humains en question. On en a beaucoup parlé avec ChatGPT. Mais se pose aussi la question des biais, puisqu'un annotateur est un être humain, vient avec ses biais, vient avec sa langue, vient avec sa vision du monde. Et donc quand on lui demande d'enlever certaines parties des données parce qu'elles peuvent être considérées comme choquantes, qu'est-ce qui est choquant selon les individus? Ça reste aussi la question, et ça reste toute la question des annotations. Mais pour en revenir au contenu de marque, j'annote en amont ce que je veux pas, et je le fais apprendre en modèle. Alors de mon côté, j'ai 2 questions. La première, c'est autant j'entends tout à fait qu'il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître avec les LLM ou IA génératives, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans cette temporalité-là, avant que ça arrive, il va y avoir quand même des destructions d'emplois importantes? Parce que derrière, c'est l'humain, et qu'il y a certainement des grands groupes qui verront des opportunités de rationaliser leurs coûts. Ça, c'est la première question. Et lié à ça, la deuxième, c'est que je lisais une étude hier qui disait que dans les années 60, on travaillait 60 heures par semaine. 20 ans plus tard, c'était 40 heures par semaine. Et qu'avec les IA, on va travailler 15 heures par semaine d'ici 2030. C'est quand même demain. Donc qu'est-ce qu'on va faire, nous, les humains? De la randonnée dans les montagnes. Puisqu'on parlait de Et montagne. vous pourrez regarder mes films, vous aurez beaucoup de temps pour le faire. Non, pour en revenir à la disparition des métiers, effectivement, la question se pose tout à fait. Moi, quand même, je fais de l'IA depuis fort longtemps, des modèles de langage aussi, et ça fait plus de 20 ans qu'on me dit qu'un traducteur est mort. Que ça sert à rien de faire des études de traduction parce que ça sert à rien un traducteur et que ça sera remplacé par une IA. Je fais des IA de traduction, j'utilise des traducteurs en amont et en aval du système. Donc il y a aussi un transfert de compétences, c'est-à-dire que le traducteur ne va pas traduire forcément. Alors en live aussi, dans des conférences comme aujourd'hui, on aurait besoin de traducteurs, il le fera en live, il le fera un petit peu mieux qu'un système, même si maintenant il y a des systèmes là qui font ça très bien. Mais l'idée c'est
d'utiliser des traducteurs humains dans leur domaine de compétences métiers, dans leur sensibilité en amont pour préparer les données, et en aval pour évaluer le système. Parce qu'un système, il s'évalue avec des métriques, avec des domaines où on peut l'utiliser avec une fiabilité grande, et des domaines où il est nul, donc on va éviter de le mettre, et on va mettre un autre système, où on va réapprendre ce système pour le nouveau domaine. Et en fait, les professions... par exemple, le traducteur, et je trouve l'exemple parlant, n'est plus au cœur, mais en amont et en aval du système. Comme moi, en tant que linguiste, Gélinec disait à chaque fois que je vire un de mes linguistes, mon système s'améliore. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on travaille en amont et en aval. Donc, après, pour revenir sur le... Non, j'avais parlé de le désir de rationalisation des coûts. Il existe dans les entreprises en permanence, on va dire. De toute façon, les gestionnaires, forcément, à un moment de leur journée, ils pensent à ça. Maintenant, on ne peut pas traiter ce point-là sans penser à la valeur qu'on souhaite créer en tant qu'entreprise. Si ce que l'on vend, c'est une solution qui prévoit de l'accompagnement, qui prévoit en fait d'être au plus près des préoccupations du client, d'être en réaction lorsqu'il y a de l'imprévu, d'être capable de suivre ce qui se passe et pas seulement répéter encore et toujours les mêmes modèles, là, je ne pense pas que de rationalisation brutale visant à remplacer tout le monde par un automate marchera, continuera à créer la même valeur, ou alors je dirais de toute façon pourquoi ne pas l'avoir fait avant, parce qu'il existait avant l'IA déjà des solutions qui permettaient d'automatiser beaucoup de choses. Donc je pense que le désir de rationalisation existera toujours, mais normalement les gestionnaires se posent la question de est-ce que je continue à créer la valeur que je dois créer. Bon, après, sur les 15 heures de travail par jour, je sais pas. Je sais bien, non, c'était une blague. Alors après, bon, difficile de se prononcer. Je pense que ça nous relance après le débat éventuellement du revenu universel. Je pense qu'il y a, on ajoute du fantasme sur du fantasme. Mais, bon, pourquoi pas. Ouais, moi j'ai une question assez libre, que ce soit donc sur les infox, donc les fake news, donc à la fois pour vous et pour vous. Ouais. Au niveau donc de l'IA, donc par exemple l'exemple de ChatGPT, moi que j'utilise du coup pour essayer de voir aussi, essayer de comprendre. Qu'est-ce qui fait que par exemple moi je lui pose une question, qu'est-ce qui fait que l'information qui va en sortir, est-ce qu'il va croiser ses sources, qu'est-ce qui fait que l'information sera forcément bonne, est-ce qu'elle sera vraie ou est-ce qu'elle sera fausse, qu'est-ce qui stipule que forcément je peux le croire derrière? L'information est vraisemblable. Parce que la langue en fait un énoncé vraisemblable, mais absolument pas vérifié. Après, je ne sais pas s'il y a encore des collègues journalistes dans la pièce, mais que dirait le journaliste pour vérifier une information? Non, mais c'est pas vrai, on travaille pas, nous. Nous, si jamais il faut bosser 15 heures par semaine, on va être obligé de bosser beaucoup plus. Ça va être terrible. Non, je crois que la question que vous posez, elle pose à la fois la question du corpus de base, c'est-à-dire sur quoi ces IA vont aller chercher pour trouver des réponses. Si elles vont chercher dans les conversations sur les réseaux sociaux, notamment sur les questions de vaccination, pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas, je ne suis pas certain qu'on va gagner grand-chose. Je suis même un peu inquiet. Moi, je ne suis pas du tout dans la même ligne que vous. Moi, je vois Schwarzenegger qui débarque, c'est la panique. Il faut casser tout ça très vite, il faut mettre des lois, il faut fermer la boutique. Enfin voilà, moi, je suis en panique totale, mais pour des raisons différentes. Moi, ça fait 10 ans que j'essaie de vider la mer avec une petite cuillère et que j'y arrive pas. Et que là, je vois que moi, ma petite cuillère, il y a un mec qui avait un tuyau pour remplir la mer, et là, maintenant, il a un tuyau exponentiel contre lequel je ne pourrais plus rien faire. Vous avez juste donné un exemple qui va un peu dans le sens de ce que vous dites, c'est que on a eu le lendemain de la déclaration de candidature de Joe Biden aux États-Unis, son annonce comme quoi il va être candidat en 2024. Cette annonce se fait un lundi soir à 20h aux États-Unis. Le mardi matin à 8h, le Parti des Républicains lance sur les réseaux une vidéo de 30 secondes qui est un clip de campagne qui raconte quelle serait l'horreur d'un monde en 2025 aux États-Unis dirigé par Joe Biden. Cette vidéo, elle est fabriquée par une intelligence artificielle et si un spécialiste de la lutte contre les fake news peut voir assez rapidement qu'il y a des problèmes dans le truc, la réalité, c'est que ce qui aurait pris des semaines à fabriquer et qui aurait coûté peut-être des millions de dollars en récupérant le réalisateur d'Hollywood, le producteur, les images, la musique, le machin,
Bah là, c'est gratuit et ça a pris même pas 12 heures. Donc on a, à mon sens, un problème de temporalité, mais qui est lié, qui était déjà vrai avec les algorithmes de recommandation de contenu, hein, d'une certaine manière. C'est pas un nouveau problème, mais j'ai, moi, la crainte que l'amplification du phénomène nous pousse à plus de difficultés pour lutter. Mais, encore une fois, moi, ma vie, elle n'est pas très rigolote sur ces sujets-là. C'est-à-dire que moi, je vis dans un monde un peu particulier, quoi. Hein, où la Terre est plate, les reptiliens gouvernent le monde en secret et tout. Donc c'est... Non, mais ça, c'est vrai. Ça. Mais ces reptiliens sont-ils des pédophiles satanistes? Enfin bon, ça c'est... Pardon, excusez-moi. Voilà. Mais non, mais je crois que vous avez raison. Je pense qu'il y a une vraie préoccupation. Mais encore une fois, ces solutions, elles seront fatalement collectives. Et peut-être, mais depuis que j'ai rencontré Mathieu, j'ai un peu évolué. Enfin, virtuellement, encore une fois, c'était peut-être d'ailleurs pas lui. C'était peut-être même pas moi. Mais je crois qu'il y a un moment où on va peut-être pouvoir mettre ces IA au service de la lutte contre la désinformation. Pour l'instant, c'est pas du tout les projets qui sont menés, mais... C'est des choses qui se font déjà. C'est-à-dire que des modèles de plagiat et donc des modèles de détection de fake news passent aussi par de la modélisation du langage, ou passent par de la modélisation de l'image quand il y a de la vidéo, pour justement aller détecter les éléments qui sont fabriqués. Vous n'arriverez pas à me faire sourire. Pardon. Non, mais je pense qu'en fait, on va se retrouver dans une période où on va avoir tellement... Et je pense qu'on va passer à une échelle supérieure, et notamment, je pense, la prochaine élection américaine. On a commencé effectivement. Ça va permettre d'exploser le truc beaucoup plus fort. Mais je pense qu'en parallèle, ça va tellement sursaturer effectivement de contenu que ça va forcer aussi le politique à former beaucoup plus en amont. Et on voit qu'il y a une réponse aujourd'hui politique qui est beaucoup plus rapide. Si je prends l'exemple de l'influence. L'influence, il y a eu une loi, c'est bon, ça commence à être régulé. C'est pas comme si ça faisait 15 ans qu'il y avait de l'influence. Donc en gros, il s'est passé 15 ans pour que le politique s'empare du sujet et régule. Là, on a la chance, c'est-à-dire que ChatGPT et Midjourney et compagnie, ça explose en novembre 2022 au grand public. Il y a une réponse politique quand même, il y a des amendements qui arrivent en avril, en mai. Là, Elisabeth Borne a lancé effectivement une commission. Donc voilà, il y a une réponse politique qui est quand même beaucoup plus rapide parce que tout le monde voit bien effectivement les dérives et qu'il y a un sujet de régulation. Après, il y a un sujet de formation. On en parlait tout à l'heure sur la fake news. Il y a un sujet de formation. Aujourd'hui, il y a un sujet de formation en entreprise, au sens formation sur le sujet, et puis formation aussi que en fait, les métiers vont évoluer. Il y a un sujet de formation à l'école. J'ai des enfants jeunes, donc voilà, c'est des sujets qui me préoccupent aussi en tant que parent. On ne pourra pas revenir en arrière, parce que grosso modo, des choses qui permettent de faire plus vite, donc gagner aux entreprises plus d'argent, globalement, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à réguler. Donc voilà. Au final, la grève Hollywood va s'arrêter, mais il y a des conditions, il y a des choses qui vont être mises en place. Donc en fait, c'est des choses qui avancent progressivement. Donc de toute façon, ça va être là. Donc il va y avoir une réponse politique pour réguler un maximum. Et peut-être, parce que ça, on va le voir, j'en parlais avec quelqu'un qui a une boîte dans l'IA, il me dit « Ah oui, c'est vrai. Là, aujourd'hui, on a une vision qui est assez binaire de l'IA. C'est-à-dire que le clip de campagne, il est fait en full IA. Donc on est sur, il n'y a pas d'IA ou il y a de l'IA. C'est 0 ou 100%. Donc c'est encore facile, la photo du pape c'est 100% fake. Mais en fait là où ça va commencer à être plus tricky, c'est qu'on va avoir des contenus qui sont complètement hybridés. Le discours de Macron, il sera à 90% vrai, mais au milieu il y aura des changements qui sont faits par l'IA. Là aujourd'hui on peut le faire en prenant une vidéo, et puis en fonction de son orientation politique, on va couper le début de la vidéo, couper le milieu, dire regardez il a dit ça, on va pouvoir passer ça à une échelle où on va pouvoir changer potentiellement, altérer l'intégrité du média. Donc ça pose aussi la question de comment j'arrive à certifier numériquement l'intégrité totale d'un média. Donc il y a de la technologie, il y a de la formation, il y a des choses qui vont devoir se simplifier. Donc je pense que tout ça va finalement, parce que ça va engendrer des choses dont on va dire mon Dieu c'est horrible, ça va aussi engendrer une réaction qui permettra de mieux réguler tout ça. Écoutez, moi j'ai plutôt envie de finir sur une note positive que de terminer moi, parce que sinon personne va vouloir aller boire un coup derrière sur la terrasse. Et tout le monde aime bien Arnold en même temps. Exactement. Hein. Mais est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Ah oui, une question au fond. Merci.
je vous entends quand même parler de généralisation de l'utilisation des intelligences artificielles. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser à la question de l'impact environnemental. Et du coup, une question plutôt spécifiquement pour vous, Xavier, voire pour vous, Mathieu. Est-ce qu'en adoptant la techno, vous avez... d'ores et déjà prévu des indicateurs spécifiques pour mesurer l'empreinte carbone sur vos métiers de cette intégration, de cette adoption de la techno? C'est une excellente question. En toute humilité, on est au début de ça, mais on en a bien conscience. Et on a commencé à réfléchir à mesurer l'impact effectivement en CO2 équivalent carbone des campagnes RP. On connaît le poids ou l'impact d'un email, on connaît l'impact d'une vidéo. Donc avec ou sans l'intelligence artificielle, on s'était déjà posé ces questions-là. Et effectivement, on réfléchit à avoir une mesure systématique de l'impact des campagnes ou même de la diffusion de panoramas de presse, donc tout ce qui relève en fait de nos métiers. Avec en tête, effectivement, vous donnez les moyens d'essayer d'être plus sobre, évidemment, en consommation énergétique, et d'optimiser au maximal. Et si on ne peut pas optimiser, nous avons des mécanismes compensatoires. On a un partenariat avec All Colibri qui permet de compenser tout ça avec des arbres plantés ou d'autres actions. Donc effectivement, c'est un point très important. Il y a un des gros enjeux de l'intelligence artificielle qui va décupler effectivement l'empreinte environnementale de nos actions. Ce sujet-là, en termes de... Je parle sous le prisme d'une agence de communication. En fait, c'est déjà assez compliqué avant même qu'il y ait l'IA de mesurer son empreinte carbone d'une campagne, pour plein de raisons. Parce qu'en plus, les référentiels peuvent être un peu différents, parce que effectivement, les indicateurs et les données qui nous permettraient de calculer varient aussi. Donc, il y a tout un tas déjà de paramètres qui sont différents et qui complexifient déjà cette tâche avant même qu'il y ait l'heure de l'IA. Aujourd'hui, en plus, savoir combien on coûte écologiquement à prompt. Alors il y a des choses qui commencent à sortir. Un prompt, c'est l'équivalent de 20 bouteilles d'eau, mais vous regardez une autre étude, c'est très difficilement sourçable. Et là, on parlait de vérification de la matière. C'est des gens souvent indépendants qui vont établir effectivement des hypothèses. Toujours est-il qu'effectivement, ça consomme. C'est un fait. Après, la question sur le sujet, c'est une question qui est compliquée. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'effectivement ça va permettre de peut-être plus consommer là, mais est-ce qu'à terme ça va nous permettre du coup d'économiser sur effectivement des choses qu'on aurait pu faire et qui auraient eu une empreinte carbone peut-être supérieure après? Je prends l'exemple, alors on me dit c'est un peu trivial comme réponse, mais je n'ai humblement pas de meilleure réponse, et c'est plutôt un questionnement, c'est est-ce que demain si on fait des shootings avec de l'IA et que du coup on n'a plus besoin de déplacer plein de gens pour aller faire des tournages un peu loin, est-ce que du coup la compensation elle est intéressante? En vrai je ne sais pas, mais c'est des questions qui peuvent se poser. Après, on peut se dire aussi que je fais un shooting IA. Ok, avant, le shooting avec des vrais gens, ça polluait, mais il y avait des vrais gens qui bossaient. Donc, est-ce que du coup, la compensation vaut le fait qu'on ne fasse plus bosser des gens sur, par exemple, un shooting, ce genre de choses? Donc, c'est une question qui est très complexe. C'est une question qui vient très vite sur il y a de l'IA et il y a l'impact RSE. Le fait est que c'est très, très compliqué aujourd'hui de mesurer effectivement le coût RSE. On sait tous que c'est très élevé, mais c'est extrêmement difficilement quantifiable sérieusement au quotidien sur une campagne.